Bienvenue dans l'heure de fourche, le podcast animé par le secrétariat général de l'enseignement catholique. Si vous êtes acteur de l'enseignement et à la recherche de témoignages inspirants, de conseils, d'outils, d'actualités, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré par l'heure de fourche. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans notre 16e épisode de l'heure de fourche. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'enseignement spécialisé à l'occasion des 20 ans, justement, du décret de l'enseignement spécialisé. Donc cet épisode sera entièrement dédié à ce sujet et je suis en compagnie de Déborah. Bonjour Déborah. Bonjour Victoria. Donc en première partie, nous accueillons un directeur du fondamental et en seconde partie, 2 directions du secondaire. On tient également à remercier nos collègues du CEGEC, Ludivine Alloy, Laurent Gruson et Patrick Lénartz, qui nous ont aiguillés et aidés à construire cet épisode. Donc avant de parler de l'enseignement spécialisé avec nos invités, je pense qu'il est important de situer un peu ce qu'est l'enseignement spécialisé et aussi de comprendre quelle est son histoire en Belgique. Donc Déborah, est-ce que tu peux nous expliquer quel est son historique avec quelques dates clés ? Oui, donc on remonte un peu dans le temps. En Belgique, l'éducation pour tous a toujours été une préoccupation bien avant la naissance du décret du 3 mars 2004. Des écoles spécialisées comme l'IROF à Liège ou l'IRSA à Bruxelles ont vu le jour respectivement en 1819 et 1835. En 1970, l'enseignement spécial naît et permet à tous les enfants avec des troubles ou handicaps d'être scolarisés. Cette loi est saluée mondialement et de nouvelles écoles sont créées et le transport scolaire est instauré. En 2004, à l'occasion du décret du 3 mars, l'enseignement spécial devient l'enseignement spécialisé. Donc aujourd'hui, nous fêtons les 20 ans de ce décret et c'est l'occasion pour nous de réaliser un petit hommage et de marquer le coup via ce podcast. Depuis 2019, notre enseignement veut devenir plus inclusif et décloisonner l'enseignement spécialisé. Le 5 février, le décret relatif à l'intégration donne le ton en permettant aux élèves de l'enseignement spécialisé de poursuivre leur scolarité en enseignement ordinaire avec l'aide d'un professionnel, moyennant quelques heures d'accompagnement par semaine. Voilà, ce sont les petits points clés de l'historique. Donc, pour poursuivre sur ce que tu viens de dire, ce décret concerne le maternel, le fondamental et le secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, pour résumer, l'enseignement spécialisé offre un environnement adapté aux capacités des élèves, à leurs difficultés et à leur rythme d'apprentissage, grâce à des programmes individualisés et à une équipe pédagogique pluridisciplinaire. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur les différents types d'enseignement spécialisé ? Parce qu'on parle souvent d'enseignement spécialisé de manière générale, et en fait, il y a plusieurs types, et c'est important de le souligner. Oui, tout à fait, Victoria. Il y a 8 types d'enseignement spécialisés. Donc, le type 1, pour les troubles légers du développement intellectuel, existe, lui, à partir du niveau primaire. Le type 2, adapté aux besoins éducatifs de personnes atteintes de retard mental modéré ou sévère. Le type 3 est adapté, lui, aux besoins éducatifs de personnes atteintes de troubles caractériels. Le type 4 pour les personnes atteintes de déficience physique. Le type 5 pour les élèves hospitalisés, malades ou convalescents. Le type 6 pour les déficiences visuelles. Le type 7 pour les déficiences auditives cette fois-ci. Et pour terminer, le type 8 adapté aux besoins éducatifs de personnes atteintes de troubles instrumentaux dès le primaire, exemple la dyslexie, la dyspraxie, etc. Alors, je ne vais pas trop rentrer non plus dans les détails, mais il y a 4 degrés de maturité au niveau fondamental. Donc, le passage d'un degré de maturité à un autre est lié à l'acquisition de compétences déterminées, qui peut se faire à tout moment au cours d'une année scolaire. Pour le secondaire, nous ne parlons pas de degré de maturité, mais de 4 formes de façon à prendre en compte le projet personnel de chaque élève. Merci Déborah pour toutes ces précisions. Je pense que maintenant, on a toutes les informations en main pour mieux comprendre la suite de l'épisode et nos discussions avec les différents invités. Et donc, qui est notre invité dans cette première partie ? Vous êtes dans l'heure de fourche, le podcast du CEGEC. Dans cette première partie, nous accueillons Laurent Lermignot, qui est directeur de l'école régionale Claire-Failly, qui se situe à Audrey, près de Binge. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, merci d'être notre invité dans ce podcast et je vais commencer directement avec une première question. Donc, on a déjà un peu abordé ce point-là juste avant, mais selon vous, en quoi l'enseignement est spécialisé et qu'est-ce qu'il offre de plus que l'enseignement ordinaire ?
Alors, j'aurais tendance à dire que l'enseignement spécialisé, en quoi est-il plus spécifique qu'un enseignement traditionnel ? Je reprendrai toujours l'adage, entre guillemets, que mon président de PO nous communique à chaque réunion ou à chaque festivité. C'est que quand on est malade, quand on a un rhume, on va chez un médecin généraliste. Et quand on a un bobo un peu plus spécifique, on va chez un spécialiste. Ce qui veut dire que l'enseignement spécialisé, il a toute raison d'exister, puisque on y adapte toute une série de stratégies pour essayer d'aider des enfants qui viennent avec ces spécificités. Et je préfère bien plus le mot spécificité que le mot handicap, parce qu'au sein de la société, c'est vrai que ce mot, il est encore entaché de toute une série de concepts qui font reculer beaucoup de parents quand malheureusement ils doivent s'orienter vers une école spécialisée. Et donc on essaie directement, eux, de les mettre à l'aise, en leur expliquant que votre enfant est atteint d'une spécificité, qu'il soit 10, multi-10, qu'il soit atteint d'un trouble de l'autisme, ou qu'il ait peut-être une arriération mentale. Je pense qu'on doit pouvoir essayer de casser cette image négative de l'enseignement spécialisé en montrant aux parents qu'on est là pour les aider et que nous aussi, on peut mettre de la thérapie en place tout simplement pour essayer de trouver des solutions aux difficultés qu'ils rencontrent, surtout dans le domaine scolaire, puisque ça, c'est la raison principale pour laquelle on est là aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce que vous mettez en place dans votre école ? Alors, il faut savoir que la vision qu'on peut avoir de l'enseignement spécialisé maintenant, au regard de tout ce qui est mis en place par rapport à l'enseignement ordinaire, j'aime toujours bien comparer entre guillemets le spécialisé et l'ordinaire parce qu'on doit faire plus. Si ce qui ne marche pas dans l'enseignement ordinaire, je pense qu'on ne peut pas, dans l'enseignement spécialisé, rencontrer d'échecs. Et donc, on se dit toujours que après l'enseignement spécialisé, il n'y a plus rien. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire, nous ? Il faut davantage de professionnalisation dans le métier. Et il faut avoir des écoles qui puissent offrir, entre guillemets, un label de qualité par rapport à ce qu'on propose comme service. À savoir que, par exemple, on doit orienter, les écoles d'enseignement spécialisé doivent principalement s'orienter vers des classes à pédagogie adaptée. Classe à pédagogie adaptée, on peut prendre comme exemple la classe Teach pour les enfants atteints du TSA, donc du trouble du spectre autistique. On peut aussi penser aux classes dysphasiques, donc TDL, trouble du développement du langage. Et actuellement, on est en train de se battre pour qu'on puisse avoir une reconnaissance aussi sur les classes dyspraxiques. Donc ces enfants qu'on nomme maintenant atteints du TDC, trouble du développement de la coordination. Je pense que les écoles spécialisées doivent vraiment partir vers une professionnalisation pour pouvoir proposer un service plus spécifique que de se dire les enfants ont une attestation d'un PMS, ils ont des difficultés dans l'enseignement ordinaire, ils doivent venir chez nous et puis on en reste là. Non, je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Il faut aller au-delà du... le PIA déjà est un élément très important, le plan individuel d'apprentissage qu'on doit construire, en collaboration avec les parents aussi, puisque on voit que l'ordinaire nous a un peu copié avec le DAC, dossier d'accompagnement d'élèves. Je pense qu'il faut qu'on soit vraiment... on était précurseur au niveau du spécialisé, au niveau du PIA, donc ce qui veut dire qu'on doit davantage encore le construire, l'améliorer, le remettre en question, et travailler en collaboration avec les parents pour pouvoir, entre guillemets, arriver à un objectif qui est, pas la perfection, mais vraiment l'objectif qui va permettre à l'enfant de se sentir bien et de pouvoir suivre une scolarité la plus correcte possible. On parlait du décret qui a 20 ans. Est-ce que vous avez vu des changements dans l'enseignement spécialisé depuis cette vingtaine d'années ? Alors, au cours des 2 dernières décennies, parce que moi ça fait 25 ans que je suis dans l'enseignement et je suis dans ma 8e année de directeur, c'est vrai que l'enseignement spécialisé a quand même connu plusieurs changements significatifs. On peut parler par exemple de l'inclusion. Cette inclusion accrue, c'est quand même entre guillemets un mouvement qui est quasi mondial, puisque l'inclusion, c'est quand même permettre à une personne qui rencontrent certaines difficultés, qu'elles soient d'ordre physique, motrice, intellectuel, de pouvoir aussi avoir une identité. Ça, c'est un élément important. Donc, l'inclusion, elle est très importante. On va parler, par exemple, des projets aussi des écoles maintenant qui développent ces classes inclusives. Donc, ces classes inclusives, c'est une reconnaissance, quelque part, de l'enfant porteur de spécificité pour qu'il puisse adhérer, pour qu'il puisse s'inscrire, pour qu'il puisse participer à l'ensemble des activités
que les enfants qui sont dans une école ordinaire peuvent vivre. Donc ça, je pense que c'est un élément qui est important. Un deuxième point, c'est toutes ces technologies assistives. On va prendre l'exemple, dans mon école, on a mis en place, par exemple, la CA, la communication améliorée et augmentative, ce qui permet à des enfants qui n'ont pas l'accès à la parole de pouvoir communiquer. On utilise ça grâce à quoi ? Les renforçateurs, c'est cette technologie sur base des tablettes, par exemple. Tablettes iPad avec toute une série de logiciels. Je vous parlais, par exemple, tantôt aussi des classes à pédagogie adaptée, dont le combat de la classe dyspraxique. Il faut savoir que ces enfants qui ont un problème du trouble de la coordination motrice font que les tablettes vont les aider dans l'apprentissage, à travers toute une série de logiciels comme Notability, etc., que ce soit en maths, en français, voilà. L'individualisation des plans d'apprentissage, je pense que c'est le PIA, donc ça c'était incontournable. Donc la question, c'est vraiment de se dire, il faut continuer à améliorer cet outil. Je vous parlais du DAC tantôt, on est copié, donc ça veut dire que quelque part, c'est une bonne idée. Ce qu'on a mis en place, c'est quelque chose qui doit continuer à s'améliorer. Je pense qu'il faut pas avoir peur de se remettre en question, parce qu'il y a, dans le PIA, il y a le savoir, il y a le savoir-faire, mais il y a le savoir-être aussi. Et tous ces éléments-là, il faut les mettre ensemble pour pouvoir permettre à l'enfant de se grandir. Et il faut un peu ce passeport. Moi, je dis que le PIA, pour moi, c'est un peu un passeport. C'est le passeport qui permet à l'enfant de voyager entre les écoles, de passer du primaire au secondaire en sachant quelles sont ses ressources, ses difficultés. Voilà, toutes ces choses-là, je pense qu'il faut en tenir compte. Dans le paysage, sur ces 2 dernières décennies aussi, il y a la formation des enseignants. Je pense que ça, c'est un élément qui est incontournable aussi. La formation des enseignants, il y a une augmentation de l'accent qui est mis sur la formation des enseignants en matière d'enseignement spécialisé. On offre maintenant dans les catalogues des thématiques qui sont centrées sur l'enseignement spécialisé. Maintenant, je pense que sur le plan paramédical, il y a encore énormément de progrès à faire. Ce que j'entends souvent au sein de mon équipe, qui nous reproche, qui reproche aux directions, mais c'est pas nous qui sommes, comment je vais dire, au début de la démarche. Mais il faut absolument que sur le plan paramédical, il y ait aussi un carnet ou un cahier de formation qui les sensibilise plus et qui les concerne plus, parce qu'on reste trop dans le domaine de la pédagogie. Et ça, c'est un peu dommage. Un élément aussi, c'est la recherche et le développement. Ça, je pense que c'est un élément qui est indiscutable. Il y a une augmentation de la recherche et du développement dans le domaine de l'enseignement spécialisé, ce qui conduit à une meilleure compréhension des besoins des élèves handicapés, à spécificité, puisque le handicap, c'est un terme que je n'aime pas, ça c'est clair, et à des pratiques pédagogiques plus efficaces. Voilà, ça c'est pour moi les points qui ont permis d'évoluer sur les 20 dernières années. Comment les enseignants et les professionnels de l'éducation sont formés et soutenus pour répondre aux besoins diversifiés des élèves qui ont des spécificités ? Je pense qu'au départ, quand on intègre l'enseignement spécialisé en tant que professionnel, il y a un petit quelque chose. Je pense que travailler dans l'enseignement spécialisé, il y a une motivation, il y a quelque chose qui est inné en soi, parce qu'on a soit dans sa famille, soit près de ses amis, auprès de ses amis, soit dans un cercle de gens que l'on peut fréquenter, une reconnaissance ou tout simplement un déclic envers une personne qui a une spécificité. Et je pense que là, quand on est face à ça, on a peut-être envie d'aider. L'enseignement spécialisé, je pense qu'on ne peut travailler dans l'enseignement spécialisé que quand on a de réelles convictions de pouvoir aider des enfants qui sont atteints de ce genre de difficultés, que ce soit des pathologies, parce que moi j'ai par exemple cette année pu engager au sein de mon école dans un projet Teach, Class Teach, pour les enfants atteints de TSA, tout trouble du spectre autistique, une enseignante mais qui a vraiment le feu sacré, qui en veut, qui amène énormément de choses, qui s'investit énormément, qui est en cours de formation, donc qui n'a pas encore, entre guillemets, le brevet reconnu, puisqu'il faut savoir que quand on veut travailler dans une class teach, voilà, il y a le brevet à pouvoir acquérir, puisqu'il y a toute une série de compétences à pouvoir à recevoir et acquérir sur le terrain. Je pense que quand on travaille avec des gens comme ça nous motive davantage, nous, entre guillemets, chefs d'établissement, parce que ce sont vraiment des gens qui mouillent leur t-shirt pour ces enfants-là.
Alors qu'ils soient de l'ordre pédagogique ou de l'ordre paramédical, il y a à la fois cette volonté, je pense que c'est inné, je le disais tantôt, c'est cette petite fibre en plus qui fait que, voilà, moi depuis que j'enseigne, j'ai toujours enseigné dans le spécialisé, j'ai repris de la direction dans l'enseignement spécialisé, je ne me vois pas ailleurs que dans le spécialisé. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi cette touche affective, il y a cette touche relationnelle avec les enfants, avec les parents aussi. Il faut savoir que quand des parents arrivent chez vous et qu'ils sont complètement désœuvrés, qu'ils n'ont plus de repères, qu'ils pensent que le système scolaire ne répondra jamais aux difficultés de leurs enfants, parce que l'enfant n'arrive pas à lire, parce que l'enfant ne sait pas écrire, parce que voilà, l'enfant rencontre toute une série de choses qui sont un peu une aliénation pour lui au sein d'un système scolaire. Quand les parents viennent chez vous, c'est quasi avec une torche de détresse. Ils ont besoin d'être rassurés, mis en confiance. Voilà. Et donc, il faut absolument que ces parents-là, quand ils arrivent, d'abord, ils soient mis en confiance. On puisse leur présenter, entre guillemets, notre projet à nous. Je parlais tantôt de la professionnalisation, mais je pense que quand... on n'est pas ici pour vendre des Tupperware, ça c'est clair. C'est ce que je dis souvent, moi j'ai rien à leur vendre. J'ai une école qui tourne, j'ai une école qui a une bonne réputation, j'ai une équipe pluridisciplinaire qui mouille son t-shirt. Ils sont épuisés de temps en temps aussi, mais ça on peut pas leur reprocher parce que voilà, ils s'engagent dans un projet. Mais quand on reçoit les parents, il faut absolument les mettre en confiance et pouvoir leur présenter ce qu'on va faire avec leurs enfants. C'est pour ça que nous, on prend le temps avec l'assistante sociale qui est ma collègue directe, de pouvoir rencontrer les parents et d'abord de pouvoir les écouter. On les écoute pendant une demi-heure, 1 heure, on prend des notes et après on essaye de raisonner avec eux. Et quand on a fini de raisonner avec eux, on essaye de voir un petit peu ce qu'on peut leur proposer comme packaging par rapport à l'aide qu'on peut apporter. Parce que l'enfant souffre d'une dysphasie, si le bilan neuropédiatre est établi, on pourra l'orienter vers une classe langage. S'il est dyspraxique, là, on sait bien que sur base des bilans reçus, on pourra rencontrer l'ergothérapeute de l'école avec laquelle on pourra mettre un travail. On pourra vraiment poser des objectifs. Maintenant, bien sûr, quand on a des enfants qui sont atteints d'autres spécificités, et notamment, par exemple, pour un enseignement de type 2, on va travailler avec des enfants là qui ont une arriération mentale modérée voire sévère, dans lequel on va retrouver les enfants qui ont de grosses difficultés d'apprentissage, qui ont de grosses difficultés motrices. On y retrouve aussi des enfants atteints de trisomie. Mais là, il faut bien expliquer aux parents le projet qu'on met en place. Parce qu'il y a des parents qui ont des attentes, mais de temps en temps, ils ont des attentes aussi supérieures à ce que l'enfant va pouvoir mettre en place. Et là, je pense qu'il faut entre guillemets, baisser cette pression que les parents nous mettent en leur disant, écoutez, on va travailler un maximum de choses, on va travailler le relationnel, on va travailler la socialisation, on va travailler l'autonomie, mais il y a des choses de temps en temps que votre enfant aura difficile à mettre en place. Et là, ce qui va être un petit peu difficile, c'est le contact avec eux. Parce qu'à un moment, nous, on va considérer ça comme une victoire de ce qui aura été mis en place parce qu'on les aura amenés à des objectifs, alors que eux, de l'autre côté, ils considéreront ça comme une défaite parce que tous les objectifs ne seront pas atteints. Okay. Quels sont les éléments clés à considérer pour assurer une inclusion effective et réussie des enfants de l'enseignement spécialisé dans la société ? Alors, pour que l'enfant l'enfant qu'on va considérer comme une personne, pour qu'il ait une place un peu plus significative dans cette société, je pense qu'il va falloir travailler sur plusieurs axes. Il y a l'axe, par exemple, de tout ce qui est l'autonomisation. Il faut offrir un soutien individualisé, des stratégies d'apprentissage adaptées à chaque enfant pour développer des compétences et pour développer chez eux de la confiance. Ce qui va les préparer activement à intégrer la société, pour autant bien sûr que cette société-là ne les rejette pas. Ça, je pense que c'est un élément qui est important. La promotion de l'inclusion, c'est un élément qui est incontournable aussi. Il faut promouvoir cette inclusion-là. Donc je pense aussi que entre les deux systèmes d'éducation scolaire qui sont l'enseignement traditionnel et l'enseignement spécialisé, je pense que la passerelle entre les deux, c'est l'inclusion. Parce qu'il y a des enfants à qui on doit donner la chance, et ça c'est un élément aussi qu'il faut dire, quand on rentre dans le spécialisé, on ne rentre pas dans une prison. On peut en sortir à tout moment. Il faut aussi laisser la chance à des enfants qui arrivent dans l'enseignement spécialisé de pouvoir rebondir. Donc
considérons aussi l'enseignement spécialisé comme un tremplin ou comme l'expression du reculer pour mieux sauter, qui va permettre, entre guillemets, grâce à cette inclusion-là, à permettre à ces enfants de garder un pied dans du traditionnel et peut-être d'arriver à quelque chose. Moi, je prends toujours l'exemple dans ma proximité privée d'avoir un ami qui a fait l'enseignement spécialisé primaire, qui après a pu regagner du secondaire traditionnel et qui a fait des études en sciences économiques. Donc, laissons la chance aux enfants. Maintenant, on est dans un profil type 8 d'un enfant avec une spécificité bien précise. Hein. Ne mélangeons pas les types non plus. Je veux dire, voilà, tout le monde n'atteint pas non plus l'excellence. Hein, et je pense que ce n'est pas le but non plus. Mais bon, voilà. La préparation à l'emploi, ça, je laisserai, entre guillemets, la parole à mes collègues du secondaire. Mais il faut savoir qu'ayant une expérience aussi dans le secondaire spécialisé du qualifiant, la vision que j'ai eue grâce à cette expérience-là, quand je suis redescendu dans le fondamental, c'est de dire qu'il faut absolument préparer les élèves du primaire vers une arrivée du secondaire avec des prérequis qui sont indéniables. Pour ceux qui ont les aptitudes et les compétences, je pense que de toute façon l'acquisition en français à travers la lecture et l'écriture, je pense qu'il faut la mettre en place. Ça, elle est indiscutable. Au niveau mathématique aussi, parce que j'ai rencontré, moi, dans mon expérience dans le secondaire, de grosses difficultés avec des enfants qui arrivaient du primaire et on n'avait pas l'impression qu'il y avait énormément de choses qui avaient été faites avec eux. Et donc, c'est pas une forme de pression que je mets, moi, dans mon école, mais ayant eu l'expérience, je ne veux pas que cette expérience-là arrive à des collègues du secondaire quand les élèves quittent mon école et vont vers le secondaire. Donc, il faut quand même un minimum de prérequis. Ça, je pense que c'est un élément important. Et un dernier élément, je pense qu'il faut soulever aussi, c'est tout ce qui est cette promotion de l'empathie et de la compréhension aussi. Il faut sensibiliser les élèves aux défis auxquels sont confrontés les enfants qui ont des besoins spécifiques. L'enseignement spécialisé favorise tant l'empathie, la compréhension que le respect mutuel au sein de notre société. Voilà. Et donc, tu l'as déjà un peu abordé plus tôt, mais qu'est-ce qui motive un enseignant à venir travailler dans l'enseignement spécialisé ? Alors, je pense qu'il existe plusieurs motivations pour un enseignant à venir travailler dans l'enseignement spécialisé. Il y a la passion pour aider les élèves qui ont des besoins spécifiques. Ça, je pense qu'il y a des enseignants qui sont motivés par le désir d'aider des élèves qui ont des besoins particuliers pour atteindre leur plein potentiel. Ça, je pense que c'est un élément important. Je pense qu'il y a aussi un défi professionnel. Le défi professionnel, c'est travailler dans l'enseignement spécialisé. Ça peut offrir des défis qui sont à la fois uniques, qui sont aussi stimulants pour les enseignants qui recherchent, entre guillemets, cette notion de variété dans leur quotidien. Parce qu'on travaille avec, si on a 10 élèves dans une classe, si on a 12 élèves dans une classe, on sait bien qu'on a le PIA. Le PIA, il est individuel. Plan d'apprentissage, plan individuel d'apprentissage. Ça porte bien son nom, c'est individuel. Donc les objectifs sont centrés sur les difficultés de l'enfant. Maintenant, je ne dis pas que tous les enseignants font 10, 12 leçons différentes, mais voilà, il y a moyen d'organiser ça et de différencier ça pour que les enfants qui sont dans cette classe-là puissent avoir, entre guillemets, les exercices qui leur conviennent. Vous avez des enfants de temps en temps qui sont atteints de troubles de l'attention, avec ou sans hyperactivité, voilà. C'est un élément dont il faut tenir compte, donc ce qui veut dire qu'il faut prendre en compte l'organisation des stencils, la manière dont c'est écrit, la police de caractère, etc., etc. Je pense qu'il y a la satisfaction personnelle aussi d'un enseignant qui a envie de travailler dans le spécialisé. C'est le sentiment de voir le progrès et les réussites des élèves qui ont des besoins spéciaux et qui peut apporter une grande satisfaction personnelle aux enseignants. Ça, je pense que c'est important. L'impact significatif aussi. Les enseignants du spécialisé, ils ont souvent la possibilité aussi d'avoir un impact sur la vie de leurs élèves, je pense, et de leur fournir les outils nécessaires. On parlait tantôt de la classe dyspraxique. Si on a des élèves dyspraxiques qui viennent chez nous de manière temporaire pour réintégrer peut-être du secondaire après différencier, il faut savoir que la satisfaction qu'on aura, c'est de leur apprendre à utiliser la tablette et à utiliser le logiciel. On ne peut pas se permettre de faire sans secondaire, c'est trop tard. On a perdu du temps.
Donc, ce qui veut dire qu'on a cette responsabilité-là. Et l'enseignant titulaire a la responsabilité. Donc, dans son plan de formation professionnelle aussi, il sait bien que quand il travaille dans ce genre de classe-là, son plan de formation doit être adapté aux besoins de l'enfant. Il y a la satisfaction personnelle de suivre des thématiques qui vous plaisent, mais il y a aussi cette contrainte de se dire « je me forme pour pouvoir aider les enfants que j'accompagne au fur et à mesure de l'année ». Et un dernier point qui est important, je pense que c'est la collaboration interdisciplinaire. Il faut travailler avec d'autres professionnels de l'éducation, tels que les orthophonistes, les psychologues, les thérapeutes. Au niveau paramédical, je pense qu'il est indéniable qu'un titulaire de classe ne puisse pas travailler avec une logo, avec une orgo. Je prends l'exemple chez moi, au niveau du paramédical, on a pu agrandir cette équipe parce que le travail de l'équipe pluridisciplinaire a payé, le travail de la direction aussi, le travail du service social. Il y a cette collaboration qui est indéniable, du moins dans mon école et je pense dans pas mal d'écoles spécialisées aussi, puisque vous savez que nous dans notre réseau on a la DESP, l'association des directions de l'enseignement spécialisé, et quand on se rencontre entre directions on partage énormément de choses et on se rend compte qu'il y a énormément de bon travail dans toutes les écoles, il y a énormément d'échanges et il y a à travers aussi ces communautés de pratiques qui ont été mises en place, la volonté je ne vais pas dire d'atteindre la perfection, mais le meilleur en soi. Pouvoir échanger, pouvoir partager, pouvoir se rencontrer aussi, ça permet aux gens de temps en temps de vider leur sac aussi, ça c'est clair. Sur les difficultés qu'ils rencontrent, sur les problèmes qu'ils rencontrent et sur les solutions qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas. Et voilà, moi je pense que ça c'est un élément aussi qui est indiscutable, quoi. Ouais, super important ça. Moment d'échange où chacun se nourrit de ce que l'autre peut lui apporter. Les communautés de pratique, pour en revenir dessus, si tu me permets, c'est vraiment de se dire il faut que toutes les écoles puissent y adhérer. Je pense qu'il y a un élément qui est incontournable là-dedans. Ces communautés, c'est de l'échange. Communauté de pratique. Ça porte bien son nom. Donc, on échange nos pratiques, on se rencontre, les thématiques sont abordées d'une manière intelligente parce qu'il y a des échanges de ce qui est mis en place dans les classes. Et donc, voilà, il y a une richesse quelque part. Je pense que l'ordinaire nous envie. Je pense parce que quand je t'écoute parler, ça donne envie. Voilà. Ça donne envie. Maintenant, ça demande énormément de temps, ça demande énormément d'investissement. On dit toujours oui, les enseignants, les congés. Mais moi, je rencontre des choses, c'est que dans mon école, par exemple, en période de congé, j'ai des enseignantes qui demandent pour venir travailler à l'école que quelques heures, mais qui viennent pour échanger, pour collaborer, pour construire. Parce qu'il faut savoir aussi que les écoles ne roulent pas sur l'or et qu'on doit toujours essayer de composer avec des bouts de ficelle. C'est pas la fancy fair qui nous permet d'équiper nos écoles non plus avec du matériel qui coûte très cher aussi. Quand on prend tout ce qui est matériel Montessori ou des choses comme ça, ça a des coûts importants. Donc je pense qu'il faut s'investir. Les équipes s'investissent vraiment d'une manière très riche et à la fois respectueuse parce que il y a le respect de mettre des projets en place et de pouvoir les finaliser. Et quand on les finalise, si ça rapporte un petit peu, ça nous permet de continuer à investir dans du matériel au profit de nos enfants. Ça, c'est clair. Et quelles sont les perspectives pour l'enseignement spécialisé en fédération Wallonie-Bruxelles, dans le sens où quelles sont les opportunités, les défis que tu anticipes dans les prochaines années? Alors, les perspectives pour l'enseignement spécialisé en Fédération Wallonie-Bruxelles, ça implique à la fois des défis et des opportunités. L'amélioration des ressources, par exemple. Je pense que l'allocation de ressources supplémentaires pour l'enseignement spécialisé, on est toujours en train de demander toujours un petit peu plus. Mais c'est un peu normal puisque on veut améliorer nos infrastructures. Ça, c'est clair. Il y a des programmes, il y a des services destinés aussi aux élèves qui sont en situation de handicap. Donc, je pense qu'il y a des demandes, en termes d'amélioration de ressources. En termes de formation et de développement professionnel, il faut renforcer la formation et le développement professionnel des enseignants et des professionnels de l'éducation spécialisée pour essayer de relever les défis de cette diversification d'élèves qui, avec le temps, augmente. Il y a 20-30 ans d'ici, peut-être même un petit peu moins,
on ne parlait pas de dyspraxie comme ça. Un enfant ne savait pas écrire. On lui disait, apprends, on traçait des lignes et on le faisait travailler d'une manière acharnée, un peu sous forme peut-être même d'esclavagisme. Je me souviens, moi, quand j'étais en primaire, j'avais un petit copain de classe qui ne savait pas écrire du tout. À notre époque maintenant, peut-être, il est dyspraxique. Et donc, on aurait peut-être pu l'aider autrement qu'un acharnement d'une enseignante que j'avais dans mon primaire, qui était une très bonne enseignante. Mais voilà, on n'avait pas cette notion. Et donc, en fait, l'enfant, lui, il n'avait pas envie de travailler, il n'était pas motivé, il ne savait pas tenir un crayon. Alors que derrière ça, si on creusait, il y avait cette pathologie-là qui était, entre guillemets, reconnue, qui est reconnue maintenant. Et que si à l'époque elle l'avait été, peut-être que ce petit copain de classe-là, il aurait peut-être pu réussir autrement aussi, sa scolarité. Voilà. D'où l'importance dans la formation des futurs enseignants d'être sensibilisés. Tout à fait. Et là, je rebondis sur un élément aussi en termes de perspective. Je pense que c'est le maintien de la qualité. Le maintien de la qualité de l'enseignement, je pense qu'il faut assurer la qualité des services et des programmes dans un contexte d'augmentation des effectifs d'élèves en situation de handicap, qui peut être un défi. Et qui nécessite une gestion efficace des ressources et une attention particulière aux besoins individuels des élèves. Les pôles territoriaux qui sont mis en place sont là pour aider les enfants et pour limiter un petit peu les enfants qui sont peut-être 10 ou qui ont quelques difficultés. Mais à côté de ça, on a une multitude d'enfants maintenant qui arrivent dans l'enseignement spécialisé parce que ça reste des enfants qui restent largués par rapport à un système traditionnel. Donc je ne permettrai pas de critiquer l'enseignement traditionnel parce que voilà, c'est un enseignement aussi de qualité. Mais je pense qu'il faut qu'on travaille main dans la main ensemble. Comme je disais tantôt, cette passerelle entre le traditionnel et le spécialisé qui doit rester l'inclusion, je pense qu'il doit y avoir encore plus que ça au niveau de l'inclusion. Il doit y avoir aussi des échanges entre les écoles spécialisées et les écoles traditionnelles, les écoles ordinaires. Mais bon, les pôles sont là. Mais je ne pense pas que les pôles arriveront à répondre à l'entièreté des difficultés qui sont actuellement rencontrées sur le terrain. Je pense qu'il faut que les écoles... Pour moi, l'intégration, elle devait continuer. Maintenant, elle avait un coût financier, c'était clair. Elle était exponentielle, elle a explosé en quelques années. Le politique s'est certainement remis en question. Le problème, c'est peut-être la méconnaissance du terrain et la méconnaissance, entre guillemets, de ce qui était mis en place. Mais bon, voilà, il faut laisser sa chance à tout le monde et on verra quand l'évaluation des pôles se mettra en place, quelles seront les perspectives d'avenir avec eux. Mais je reste, moi, une école ouverte et je pense que les écoles spécialisées, et je crois que les écoles spécialisées doivent pouvoir aussi décrocher quand une école fondamentale leur téléphone pour échanger et pour partager, entre guillemets, des questions, des difficultés et peut-être même nous rencontrer, quoi. Construire des ponts. Voilà. En tout cas, merci Laurent. Je pense que tu as été un excellent porte-parole. Avec plaisir. Pour l'enseignement spécialisé fondamental. Et on aurait pu, je pense, encore continuer, parce que j'avais encore plein d'autres questions sur ce que vous êtes invité avec plaisir à venir visiter. Ben oui. Voilà, sur place, le fonctionnement d'une journée, peut-être d'un directeur, mais surtout d'une équipe pluridisciplinaire dans l'enseignement spécialisé, parce que croyez-moi que c'est du sport. Ben oui. Ben, merci beaucoup en tout cas, Laurent. Oui, merci beaucoup. Merci. C'était vraiment super riche. Et c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'aborde pas tous les jours et qu'il est important vraiment d'aborder aujourd'hui pour démystifier un peu ce qu'il y a derrière le mot enseignement spécialisé. Et donc maintenant, Déborah, on va passer à tes bons plans. Vous êtes dans l'heure de fourche, le podcast du CEGEC. Pour tes bons plans, Déborah, tu avais envie cette fois-ci de nous parler de 2 sites internet belges, origamix.be et ouad.be, ainsi que des éditions Tom Pouce. Et pour finir sur un livre conseillé par Muriel Samin, qui sera une de nos invitées dans la 2e partie de l'épisode, Robinson, de Laurent Demoulin. Oui, Victoria, donc commençons par un petit tour sur la toile. Donc What, qui signifie Once Upon a Dream, c'est le rêve un peu fou de 3 entrepreneurs passionnés. Léa, qui est logopède, Florence, qui est la directrice du centre de jour de l'Escalpade, et Geoffrey, qui est lui ingénieur civil. Ils ont créé What pour donner aux personnes porteuses de handicap une place dans la société, pour favoriser l'inclusion et balayer la différence. Donc leur mission ici est vraiment d'offrir à tous les enfants l'accès aux jeux et aux apprentissages pour qu'ils puissent s'épanouir pleinement. Et que peut-on y trouver ?
Alors Watt, c'est une boutique en ligne qui propose des jeux et du matériel pédagogique pour les enfants à besoins spécifiques. Ils ont une large gamme de produits allant des jeux éducatifs aux vêtements adaptés en passant par des outils pour l'éveil sensoriel. Un site pour les professionnels. Donc sur le site, on peut retrouver des jeux éducatifs pour stimuler l'apprentissage, des outils pour l'éveil sensoriel, des vêtements adaptés, et des livres, du matériel pour la motricité, etc. Super, et pour Origamix? Alors Origamix, lui, a été créé par une logopède pour regrouper le matériel nécessaire à tout type de prise en charge des enfants, mais également pour apporter un soutien aux enfants à besoins spécifiques en aidant les parents à trouver du matériel pour compenser leurs difficultés et faciliter leur parcours scolaire. Alors c'est vraiment une mine d'or pour les jeux éducatifs et le matériel de logopédie. Il propose des produits qui couvrent des besoins variés comme l'oralité, la motricité, la gestion des émotions, le développement du langage et la sensorialité. Donc 2 sites qui peuvent aider les parents et les professionnels de l'éducation. Merci Déborah pour ces 2 petites pépites belges du web. Avec plaisir, et merci à ta sœur Gloria qui est logopède et nous a partagé ses chouettes bons plans. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos trésors, je me ferai un plaisir de les partager. Et donc ces sites offrent des ressources inestimables pour l'enseignement spécialisé. Mais ce n'est pas tout, Déborah, il y a aussi les éditions Tom Pouce qui méritent d'être mentionnées. Oui, absolument. Les éditions Tom Pouce sont une maison d'édition française qui se spécialise dans les ouvrages pour les personnes ayant des troubles, des apprentissages et des troubles cognitifs. Peux-tu nous donner quelques exemples de leurs publications ? Alors avec plaisir. Donc parmi leurs collections, on trouve des livres qui abordent des thématiques comme l'attention et le TDAH, le comportement, la déficience, l'enseignement et les troubles 10. Ils ont également élargi leur catalogue pour accompagner le passage à l'âge adulte des jeunes en situation de handicap et prendre en compte des maladies ou troubles qui perturbent le quotidien des adultes. Alors je vais pas trop détailler, je vous invite vraiment à plonger dans leur site internet. Je reviens juste sur Adodis, qui est une collection de livres avec une police d'écriture adaptée aux dyslexiques, avec un chouette papier mat pour limiter le stress visuel et une mise en page spécialement conçue pour un meilleur confort de lecture et qui répond aussi aux besoins spécifiques des lecteurs en difficulté. Et aussi avec des histoires avec certains personnages neuroatypiques afin que leur différence cesse d'être perçue comme une faiblesse. Et justement, le dernier paru ici en avril, qui s'appelle Mots en piste, raconte l'histoire de Gwendoline, 13 ans, une ado réservée qui a bien du mal à trouver sa place. Charlie, sa petite sœur, est une enfant adorable, aussi adorable qu'astucieuse, mais elle est dysphasique et a des difficultés pour s'exprimer. Lors d'un concours vidéo organisé par leur école, elles vont devoir travailler en équipe. Alors comment Gwendoline va-t-elle faire pour cacher cette différence à ses camarades ? Comment vont-ils réagir en découvrant son secret ? Est-ce que ce concours va resserrer les liens entre les deux sœurs ? Je vous invite à lire Mots en piste avec les 10-12 ans. Et puis Tom Pouce, c'est aussi la collection 100 idées qui semble être une mine d'or pour les enseignants et les parents. Ouais, la collection 100 idées est une ressource fantastique qui offre des stratégies et des outils pratiques pour tous ceux qui travaillent avec des enfants ayant des besoins spécifiques. Donc chaque livre de la collection fournit 100 idées concrètes pour aborder des sujets variés, allant des troubles d'apprentissage aux stratégies d'enseignement et même des conseils pour les aînés et les adultes. Et peux-tu nous donner quelques exemples de ce que l'on peut trouver dans cette collection ? Donc le dernier paru ici en avril, c'est 100 idées pour mieux comprendre et accompagner les enfants dyspraxiques. Mais il y a aussi 100 idées pour aider les enfants à s'affirmer, 100 idées pour accompagner l'hypersensibilité. La liste est très très longue et les sujets sont très variés. Donc une riche et belle maison d'édition. Et pour terminer, tu nous parles de Robinson de Laurent Demoulin. Oui, un livre qui date de 2016 et qui a remporté le prix Rossel. Donc, dans ce récit touchant, Laurent Demoulin partage la vie de son fils autiste. Donc, c'est pas une simple autobiographie, c'est vraiment un voyage dans le monde de l'autisme vu à travers les yeux d'un père dévoué, une expertise, une exploration sincère des joies et des défis de cette condition peu comprise. Donc, ici, il dépeint l'autisme avec honnêteté et empathie, sans chercher à le guérir, mais juste à le comprendre. Donc c'est écrit dans un style poétique et direct. Il permet au lecteur de ressentir la complexité des émotions et la force ici du lien père-fils. Il n'y a pas de doute que Robinson restera gravé dans vos cœurs et dans vos esprits longtemps après avoir tourné la dernière page. Donc voici pour les bons plans de cette semaine. Je vous remercie de votre écoute. Vous êtes dans l'heure de fourche, le podcast du CEGEC. Merci Déborah pour tes bons plans. Nous voilà dans cette deuxième partie du podcast, toujours consacrée à l'enseignement spécialisé. Nous avons d'autres intervenants pour cette partie.
C'était important pour nous d'avoir différents points de vue, différents invités sur un sujet qui est aussi vaste et aussi important. Donc Déborah, qui sont nos invités pour cette deuxième partie? Alors, nous accueillons 2 invités pour cette deuxième partie dédiée à l'enseignement spécialisé. Donc, Hugues Pigeon, qui est directeur de l'école spécialisée L'Accordé à WAM. Bonjour Hugues. Bonjour. Et nous accueillons aussi également Muriel Samin, directrice des Colibris à Caen. Bonjour Muriel. Bonjour Déborah. Alors, vous êtes aussi respectivement président et vice-présidente de l'ADESC, qui est l'association des directions de l'enseignement secondaire spécialisé libre catholique francophone. C'est bien correct? C'est correct. C'est correct. Ok. Alors, on est vraiment très heureuse de pouvoir vous accueillir aujourd'hui parce qu'on a plusieurs questions à vous poser. Et on va commencer directement. Donc, on a beaucoup parlé de l'importance de l'enseignement spécialisé précédemment, mais concrètement, qu'est-ce que vous mettez en place pour permettre à des jeunes de faire des progrès dans l'enseignement spécialisé qu'ils n'arriveraient pas à faire dans l'ordinaire? Alors, moi, je vais parler pour la forme 3, donc, qui est en enseignement professionnel spécialisé. Donc, ce qu'on met en place, ce sont des petites structures déjà, des petites classes, taille des classes réduites. On a, je pense, un accompagnement pluridisciplinaire qu'on ne sait pas mettre en place dans l'enseignement ordinaire. C'est-à-dire qu'on a des psychologues qui interviennent, des assistantes sociales, pas mal d'éducateurs. Donc, toute une équipe, je pense, autour du jeune. Et vraiment, le jeune, on le met au centre. Et donc, l'enseignement est aussi vraiment adapté, puisqu'on a donc en format 3 plusieurs types différents. Donc le type 1, le type 8 et le type 3. Et pour chacun de ces types, il y a un enseignement adapté. Voilà, donc ça c'est déjà une bonne réponse. Muriel, dans ton école? Alors, nous, à la différence de chez Hugues, nous avons des élèves qui sont en forme 1 et forme 2, donc on est dans une notion de protection. Ce sont des élèves qui, dans d'autres pays, n'ont pas accès à l'école. Donc ça, c'est peut-être aussi quelque chose qu'on peut mettre en avant, même si on sait qu'on a été condamné par l'Europe, mais c'est peut-être l'occasion de le rappeler. Ok. Donc chez nous, les élèves n'ont pas forcément des capacités cognitives très développées, et comme dans toutes les écoles d'enseignement spécialisé, on fonctionne en petits groupes, on différencie les apprentissages, on fonctionne aussi par niveau de compétences et pas spécialement par classe d'âge. Donc des petits groupes, un encadrement pluridisciplinaire, une ergothérapeute pour nos élèves qui ont des dyspraxies ou du polyhandicap. Donc voilà, c'est assez varié. Est-ce que je peux ajouter quelque chose concernant la forme 3 ? Ce qui est important aussi dans notre système, c'est qu'il n'y a pas de redoublement. Donc un élève peut à tout moment réussir son parcours. Il n'est pas obligé de reprendre à zéro. Donc si l'année d'après, il est au mois d'octobre, qu'il a les compétences du métier, donc il passe, il avance dans son métier. Donc ça, c'est une grosse différence. Il y a aussi le fait qu'ils ont très tôt un métier, justement. Donc ils ont très, très tôt du sens dans leur formation, dans leur avancement. Et si je peux me permettre de parler du tronc commun, malheureusement, nos élèves dans un tronc commun, je pense qu'ils risquent de décrocher, tout simplement parce que ces élèves-là, ce qu'ils ont besoin, c'est justement d'avoir un sens à l'école, de trouver un sens, de réussir quelque chose. Et pour la première fois, ils savent monter des murs, assembler des châssis, peindre correctement une porte. Et donc, tous ces faits font que l'élève accroche à l'école. Et voilà. Ok, merci. C'est bien de souligner aussi les freins, les obstacles qui s'invitent dans nos écoles avec le tronc commun. Oui. Et en quoi l'enseignement spécialisé a contribué à la prise de conscience du handicap ou des spécificités des élèves et des enfants dans la société ? J'ai envie de dire que ça commence à se faire. On en parle de plus en plus. Je crois qu'on a beaucoup décrié le pacte pour un enseignement d'excellence, mais ça a permis de faire parler de nous aussi. Je ne sais pas si Hugues est d'accord avec ça, mais en tout cas, inclure dans la société, ça restera une difficulté tant qu'au niveau du monde des adultes, on va dire, on n'a pas chacun dans son entreprise au moins 1 ou 2 personnes porteuses de handicap, autre que une boiterie ou un petit défaut plutôt qu'un handicap lourd.
C'est qu'en préparant l'émission, en échangeant, on s'est rendu compte, et il y a une remarque qui m'est restée, c'est vraiment, on a l'impression que chez nous, les enfants à besoins spécifiques, vraiment, on les met à part, un peu comme si on cachait ce qui se passait. Et donc, vous trouvez que vous, avec le pack d'excellence, on a tendance à plus ouvrir du coup ? On en parle plus. Okay. On en parle plus. Maintenant, on parle le plus. Actuellement, on parle beaucoup des autistes. Oui. Et puis, on commence à parler de multidis. Donc voilà, je crois qu'un peu à la fois, le grand public ouvre ses oreilles et découvre d'autres choses. C'est juste ça, quoi. Et si je peux me permettre, avec l'arrivée des pôles territoriaux, c'est quand même une reconnaissance de l'expertise de l'enseignement spécialisé. Donc d'avoir créé ça au profit de l'enseignement ordinaire. Donc puisque les pôles sont bien attachés à des écoles d'enseignement spécialisées. Ok. Alors justement, on est occupé de voir les nouveautés. Donc pouvez-vous partager avec nous des exemples de bonnes pratiques ou d'initiatives innovantes en matière d'enseignement spécialisé qui ont émergé au cours de ces 20 dernières années et qui sont aussi peut-être mises en place dans vos écoles ? On pourrait parler du fameux PIA, donc du plan individuel d'apprentissage, qui maintenant a son pendant dans l'enseignement ordinaire, qui est le DAC, même s'ils avaient un PIA aussi pour certains élèves différenciés. Notre invité ce matin en parlait, Laurent Lermignot. Et donc, voilà, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un suivi sur le continuum pédagogique de l'élève. Quand il change d'école, ce PIA le suit, et donc l'école qui l'accepte, qui l'inscrit, elle a déjà tout un ensemble de données qui sont vraiment importantes pour que le jeune évolue au mieux. Donc ça, c'est une chose. Après, on a bien sûr les intégrations, donc ça a été quelque chose qui a émergé dans les années... je vais dire, il y a une dizaine d'années peut-être, je ne sais plus, 10-15 ans. Et donc ça a aussi permis une avancée dans le spécialisé. Mais je crois que je m'égare. La question, c'était... Alors, en matière de bonnes pratiques et d'innovation dans l'enseignement spécialisé, de ce que vous mettez en place dans vos écoles. Ouais. Moi, je peux peut-être rebondir sur le fait qu'en Forme 1, Forme 2, oui, il y a le PIA, donc le plan individuel d'apprentissage, mais on a aussi le PP, le projet personnel de l'élève. Donc en Forme 1 et Forme 2, on n'est pas diplômé d'un métier comme en Forme 3, mais comme tout adolescent, en fait, ils ont besoin de savoir où ils vont et ils ont aussi des envies de jardiner, de travailler en entreprise de conditionnement, d'entreprise d'entretien. Donc, pouvoir tenir compte des aspirations, des souhaits de nos élèves, c'est important. Et donc, nous, on construit en fonction de leurs rêves aussi. Ouais. Évidemment, s'ils veulent être chanteurs, c'est un peu plus compliqué de répondre à la demande. mais en tout cas, on essaye d'y répondre comme ça. Et on a alors l'aide aussi des parents, puisque là, le projet, il est porté à la fois par l'école, mais par les parents. Donc, le jeune est vraiment entouré. Alors, ce qui a été quand même assez novateur, c'était aussi les classes à pédagogie adaptée, qui étaient appelées au préalable classes expérimentales. Donc, qu'est-ce que c'est des classes à pédagogie adaptée ? On va parler peut-être des classes Teach, qui là commencent à être connues un peu partout. Donc, c'est vraiment un aménagement du local classe, mais aussi de l'horaire, de la façon d'enseigner, qui tient compte vraiment des particularités liées aux angoisses des autistes. Okay. Donc, ça, c'est important. Dans nos écoles, on a aussi les classes flexibles, donc pour... des hyperactifs, donc vous retapez classe flexible sur Internet, je crois que tout le monde peut oui, maintenant, je pense que oui. de quoi on parle. Donc tout ça sont des petites choses qui sont mises en place. Idem pour les pédagogies adaptées pour les polyhandicapés, où là on tient compte aussi du fait que c'est important de ne pas toujours être en position assise, donc ils sont mis dans des verticalisateurs, parfois couchés à plat ventre aussi, parce qu'une autre vision des choses, des apprentissages, quand on est assis, on ne voit pas de la même façon que quand on survole. Donc voilà. Ce sont toutes des astuces qu'on met en place avec l'équipe pluridisciplinaire et notamment les kinés qui attirent justement l'attention de l'enseignant en disant écoute, il a besoin du temps aussi pour comprendre que quand il doit mobiliser son bras, on doit réfléchir et puis lui laisser le temps de faire le geste. Donc je crois que ce sont des choses qui sont
vraiment importantes et qui ont pris de la place dans l'enseignement depuis 20 ans. Spécialisé en tout cas. Et puis constater en préparant l'émission que quand on va voir sur vos sites internet, on peut un petit peu voir si tout ce qui se met en place. Donc dans le descriptif de l'émission, on rajoutera bien les sites internet de vos écoles parce que oui, tu le disais Muriel, c'est important de venir voir ce qui se passe et donc voilà, si on ne sait pas y aller, en tout cas le site internet aussi permet un petit peu, on va dire, de se rendre compte, mais je pense que la méthode Teach, c'est ça, hein, oui. Laurent en parlait aussi ce matin, donc je pense qu'on aura aussi l'occasion d'en reparler, que ce soit dans l'heure de fourche ou dans l'entrée libre. En tout cas, ne pas hésiter à venir dans les écoles spécialisées. Il y en a un peu partout. Il n'y en a pas partout, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est jamais très loin en fait. Non, tout à fait. Et qu'est-ce qui fait qu'on est heureux de travailler dans l'enseignement spécialisé? Qu'est-ce qui motive les gens? Qu'est-ce qui rend fier? Alors moi, je vais parler personnellement, parce que quand j'ai commencé en tant qu'enseignant là, ce que je trouvais vraiment génial, c'est de s'intéresser aux plus faibles. Donc, d'amener des gens qui sont perdent de rien à quelque chose. Vraiment qui sont quelque part oubliés de la société, parce qu'il faut savoir que si l'enseignement spécialisé a été créé, c'est parce qu'il y avait un besoin. Parce que l'école ne répond pas, et même encore à l'heure actuelle, a du mal à répondre à l'encadrement pour ses élèves. Donc, personnellement, voir des élèves qui sont totalement en décrochage, et puis au final ont un certificat de qualification, et ils reviennent vous dire je travaille, ça c'est la plus belle chose qu'on peut avoir en tant qu'enseignant. Et donc, les sourires des élèves, le fait que c'est souvent des petites équipes aussi, des équipes qui sont souvent fort motivées parce qu'il doit forcément y avoir beaucoup de projets dans les écoles d'enseignement spécialisé. On a cette culture du travail collaboratif qui était appelée travail en équipe, où déjà les équipes travaillent ensemble. Parce que si on ne travaille pas ensemble dans l'enseignement spécialisé, c'est compliqué par rapport à certains élèves. Donc voilà. C'est vrai que Laurent Lermignot, qu'on avait juste avant, insistait vraiment sur le fait que dans l'enseignement spécialisé, il y a toute une équipe qui vraiment travaille ensemble et c'est vraiment de l'entraide, quoi. Donc c'est super important au service du jeune. Oui, exactement. Alors, je ne sais pas, Muriel, si tu voulais réagir, toi, par rapport à ce que Hugues a dit, ou c'était pour toi bien complet? J'ai un peu perdu le fil, j'ai pensé à certaines choses au moment où ils en parlaient, mais voilà, dans l'ensemble, on se rejoint. Le fait que les équipes soient solidaires, que tout le monde soit tourné vers l'idée de faire avancer le plus loin possible le jeune, et le plus loin possible, parfois c'est pas très loin, mais c'est vrai qu'on n'a pas, c'est pas au bout d'une année où on peut se retourner et dire « Waouh, quel projet, quel progrès !» Mais c'est au bout de 2-3 ans, et parfois ce sont des progrès de socialisation. Mm-hmm. Et donc déjà rien que ça, on peut alors se taper un peu sur l'épaule et se dire « on a fait du bon travail ». Voilà, ce petit enfant sauvage qui est arrivé, ça devient un jeune adulte responsable, respectueux des autres et qui a envie de s'engager dans la société. Super. Et alors, qu'est-ce qui pourrait te donner envie, donc à futurs enseignants, d'enseigner dans l'enseignement spécialisé? Venir voir. Parce que l'inconnu fait peur. Et malheureusement, les stages dans l'enseignement spécialisé ne sont soit pas obligatoires, soit pas cotés. Et donc, finalement, on a quelques stagiaires qui viennent parce qu'ils en sont convaincus ou parce qu'ils ont eu un membre de leur famille qui a été touché par le handicap. Et donc, découvrir le spécialisé, c'est venir le voir. Okay. Et je dirais aussi pour tous les enseignants qui ne sont pas qu'enseignants, mais qui s'intéressent aux jeunes et qui ont cette fibre sociale, cette fibre éducative aussi, quelque part. Je pense que c'est important aussi. C'est pas pour rien que dans nos écoles, on a beaucoup de gens qui ont fait des mouvements de jeunesse par le passé. Et donc ça, on ressent très fort. Donc les portes sont bientôt ouvertes. Ah oui, grande ouverte. Et selon vous, quelles sont les perspectives pour l'enseignement spécialisé en Fédération Wallonie-Bruxelles? Quels sont les défis, les opportunités que vous anticipez dans les prochaines années?
Les défis. D'abord, j'ai envie de dire qu'il n'y ait plus de pénurie d'enseignants, parce que comme pour l'ordinaire, c'est un défi chez nous, admettre aussi que le spécialisé est nécessaire, parce que tout le monde ne pourra pas être intégré. L'inclusion, c'est magnifique. Hein. Quand on voit ce qui se passe en communauté germanophone, où sur un même site, on a à la fois une école spécialisée et une école ordinaire, ça serait le monde idéal, j'ai envie de dire, ça serait ça. Parce que au minimal, l'inclusion serait au moment de l'entrée dans l'école et la sortie de l'école et se partager la cour de récréation. Et puis, pour d'autres, ce serait quasiment toute la journée dans l'enseignement ordinaire et pour certains moments dans le spécialisé. Et on pourrait répondre vraiment aux besoins spécifiques de chacun des élèves. Chaque élève à la bonne place, c'est un peu notre credo depuis longtemps. Voilà. Hugues ? Oui, et moi je dirais, pour la Fédération universelle, il y a des défis financiers, donc il faut continuer à préserver cet enseignement. Donc ça c'est une première chose, financièrement. Ensuite, je pense qu'il faut aussi que dans la formation initiale des enseignants, il y ait une approche de l'enseignement spécialisé, voire même peut-être des stages obligatoires dans l'enseignement spécialisé pour qu'on sensibilise ces enseignants. Peut-être une meilleure formation aussi, parce que c'est vrai que quelque part, on a appris nous, en tant qu'enseignants, beaucoup sur le terrain. Ouais. Alors maintenant, on a une expertise, mais c'est vrai que voilà, par les stages, il y a peut-être moyen aussi de faire ça. Et aussi peut-être, pour l'avenir, donner l'accès au numérique, qui je pense est vraiment important pour nos élèves, pour ne pas qu'ils soient hors du système. Et c'est vrai que nos familles sont... Enfin, en tout cas, en forme 3 fort précarisée. Et donc, donner l'accès possible à ces élèves-là pour qu'ils puissent évoluer aussi au niveau numérique. Au niveau des stages, j'ai envie de dire que tout enseignant qui aura eu l'occasion de faire un stage dans le spécialisé, même s'il ne travaille pas dans le spécialisé, par la suite, il va apprendre à voir les choses différemment, à aborder les jeunes d'une façon différente. Et le public étant de plus en plus varié dans l'ordinaire aussi, ça ne pourra que l'aider, en tout cas, dans son début de carrière. Et puis, on ose espérer qu'avec la formation qui est passée de 3 à 4 ans... Non ? Non. Dommage, là. Oui, c'était aussi notre espoir que... Mais oui, qu'il y ait une place plus ouverte, oui. Mais en fait, non. Ah, zut alors. Donc, on espère que tous les futurs étudiants écoutent l'émission et entendent le message. Ouais, et ont envie d'aller voir oui. ce qui se passe... dans l'enseignement spécialisé et peut-être qu'ils vont avoir un déclic et se dire waouh, en fait j'ai envie de travailler là-bas. Tout à fait. Alors on voulait savoir aussi, donc on fête cette année les 20 ans du décret. Est-ce qu'il y a des activités ou des événements prévus pour quelque part fêter ce décret Donc, c'est au mois de mai 2025 qu'on souhaitait fêter donc, les 20 ans du décret. Et donc, l'idée, c'est d'une journée protocolaire qui débute la semaine et puis une série d'activités tout au long de la semaine. Bon, ça peut aller de mobilisation des écoles en même moment sur un même projet, qui peut être un projet citoyen, comme des portes ouvertes au même moment dans la semaine. Voilà. Et aussi, on pensait peut-être aller visiter nos homologues néerlandophones, voire germanophones, pour voir ce qui est mis en place de l'autre côté de la frontière linguistique. Oui, c'est beau. J'espère qu'on aura l'occasion, comme ça, en mai 2025, de pouvoir en reparler, soit dans l'épisode de l'heure de fourche ou même dans le magazine Entrée Libre. Il ne faudra pas hésiter à nous solliciter pour qu'on en parle, en tout cas. Ce sera avec plaisir. Ça va. Donc s'il y a des profs de maths ou de calcul qui se disent 20 ans, 2025, c'est pas 20 ans, en fait, il y a les élections cette année qui ont fait que nous avons postposé le tout d'une année. Okay. Ça aurait dû être cette année scolaire-ci. Oui. Ok, c'est pour ça. Alors, merci beaucoup pour cet échange. Donc, on est vraiment ravis d'avoir pu
avoir ce petit moment avec vous. Donc, on vous remercie encore et d'avoir pu aborder des éléments essentiels et des points importants qui concernent l'enseignement spécialisé. Alors, il conserve plus que jamais toute sa légitimité et sa raison d'être pour les élèves, dont le plein épanouissement, le développement du projet personnel et les apprentissages ne peuvent trouver réponse, même avec des aménagements raisonnables dans l'enseignement ordinaire. Alors, les pas vers une école plus inclusive pour une société plus inclusive se fera donc au travers d'une implication de tous les acteurs de l'enseignement obligatoire. Donc, à chacun d'y prendre sa juste place. Merci à vous. Et donc, tous les liens et les outils qui ont été cités dans cet épisode se trouvent évidemment, comme d'habitude, dans la description. On vous dit au revoir et à bientôt pour le prochain épisode de l'heure de fourche. À dans 15 jours. La cloche a sonné, mais notre échange ne fait que commencer. Avant de nous séparer, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux en cherchant CEGEC Enseignement Catholique ou l'heure de fourche podcast. Partagez ce podcast et n'oubliez pas de laisser votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci pour votre présence et à dans 2 semaines pour un tout nouveau rendez-vous.